Ça semble parti. Bonjour à tous. Avant de commencer, petit test de son. Si vous pouviez juste me faire un signe sur le chat pour me dire que vous m'entendez correctement. Bonjour, merci Thierry. Eh bien écoutez, si le son monte, on va démarrer ce nouveau webinaire de eMonSite. Voilà, cette fois dédié au logiciel, à la plateforme en ligne de création de newsletters Mailchimp. Avant de commencer, pour attendre les retardataires, déjà désolé pour mon retard à moi, un petit problème de connexion. Et donc avant de commencer, je me présente, je suis Vincent Trelka, je travaille au sein du groupe, et le groupe qui héberge également l'entreprise eMonSite et la plateforme de création de sites en autonomie e-monsite.com. À l'intérieur de ce groupe, moi je suis plutôt du côté de l'agence AOLT, qui est une agence qui accompagne les projets de création de sites internet sur mesure. Voilà, création de sites internet, création d'applications mobiles, d'applications métiers, ce genre de choses, et aussi création de contenu, web marketing et communication en général. C'est dans ce cadre que l'on est amené à mettre en place des campagnes de newsletters, des stratégies newsletters pour nos clients. Et c'est sur cette expérience-là que je vais vous présenter l'outil Mailchimp. L'outil Mailchimp est un outil parmi d'autres de création de newsletters. Il y en a d'autres. Et j'ai présenté la semaine dernière un outil concurrent et tout aussi bien qui s'appelle Sendinblue. Sendinblue a certaines caractéristiques que Mailchimp n'a pas, et inversement, les deux sont intéressants. Et donc, je vais vous laisser à la fin de ces deux webinaires faire votre choix entre l'un ou l'autre en fonction de vos besoins, en fonction de votre consommation de newsletters, en fonction de vos objectifs et éventuellement en fonction de votre envie de passer à des formules payantes qui, pour le coup, sont un peu différentes entre les deux logiciels. Je vais vous reparler de tout ça. Pour ceux qui n'étaient pas au webinaire Sendinblue et qui vont vouloir comparer, il est encore disponible sur Livestorm, il me semble, et vous allez le retrouver d'ici quelques temps sur la chaîne YouTube de eMonSite. On commence avec Mailchimp et je ferai de temps en temps des parallèles avec Sendinblue pour comparer quand c'est comparable. Et sinon, je vous laisserai faire votre propre comparaison et tester les deux avant d'en choisir un. Je me limite à deux là, parce que c'est pour nous les deux les plus intéressants, mais il y a d'autres plateformes possibles que vous trouverez assez facilement. Premier élément, peut-être en la défaveur de Mailchimp, c'est que c'est un logiciel sur une plateforme américaine, principalement écrite en anglais. Donc là, la page d'accueil que vous pouvez atteindre grâce à l'adresse mailchimp.com, donc Mailchimp, vous voyez, c'est écrit comme un mail, Chimp, c'est HIMP.com. Vous arrivez sur cette interface, qui est l'interface de promotion du service. Elle est en anglais et j'ai eu beau chercher un peu partout, j'ai pas réussi à la traduire. Elle n'est donc a priori qu'en anglais. Là où on peut retrouver du français, c'est sur l'aide. Voilà, l'aide à laquelle vous pouvez accéder à cet endroit-là en tapant des mots-clés ou à d'autres moments à l'intérieur du site. L'aide est proposée en version bêta en plusieurs langues. La version française est suffisamment bonne pour qu'on puisse s'y retrouver. Donc, voilà, il n'y a pas besoin de maîtriser l'anglais de manière vraiment très poussée pour réussir à utiliser le logiciel, je vous rassure. Voilà, je pense qu'avec cette présentation, ça vous suffira déjà amplement pour commencer à envoyer vos premiers mails. Commençons également par, avant de voir ce qu'on peut faire avec Mailchimp, si on vous le propose, c'est parce que Mailchimp a aussi une version gratuite. Je vais cliquer tout de suite sur Pricing pour voir les différents tarifs qui sont appliqués. Donc vous avez une version gratuite, la version free, à 0$. On peut le passer en euros si vous voulez. Ça, ils ont pensé à le traduire. Et ça reste en 0€, ce qui est quand même plutôt pas mal. Voilà, alors c'est en euros, mais c'est pas forcément traduit. Voilà ce qu'on peut faire avec Mailchimp en version gratuite.
7 channels marketing, c'est-à-dire que vous pouvez gérer 7 types de newsletters en même temps. Vous avez accès au CRM, vous avez accès à des templates basiques. Je vous réexpliquerai en détail ce que c'est, mais c'est un élément essentiel lorsque l'on démarre une newsletter. Donc, c'est des modèles de newsletter. Donc là, vous en avez un petit nombre qui est suffisant pour démarrer, à mon avis. On passe sur le marketing CRM, je vais revenir un petit peu après. C'est donc le fait d'avoir des rapports sur vos campagnes, la création de sites internet, mais c'est pas la peine puisque vous avez déjà mon site. Le fait de paramétrer votre domaine. Bon, je passe sur ces détails-là qui sont pas très importants pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est surtout ça. On peut, dans la version gratuite, charger jusqu'à 2000 mails, 2000 contacts, 2000 lignes d'un fichier contact, ou 2000 lignes au total de plusieurs fichiers contact. Vous avez donc la gestion d'une audience, donc vous allez pouvoir gérer ces contacts là, voilà, donc une seule audience, un seul public à la fois. Vous avez un tableau de suivi de cette audience. Je passe rapidement sur le reste, c'est beaucoup de mots pour pas dire grand-chose. On va dire que c'est le service normal d'une plateforme, la version gratuite d'une plateforme de newsletter. Je voulais arriver jusqu'au nombre de mails que l'on peut envoyer par mois, parce que c'est là que Mailchimp est intéressant. J'ai un peu perdu cette info. Voilà, c'est ici. Donc vous pouvez envoyer jusqu'à 10 000 mails par mois. C'est 10 000 mails tout compris, c'est plusieurs fois. Plusieurs fois 1000 mails, par exemple, 10 fois 1000 mails à 1000 personnes. Ou une fois 10 000 mails sur un mois. Et le mois d'après, vous pouvez à nouveau renvoyer 10 000 mails. Voilà, vous avez des versions payantes qui vous permettront de faire d'autres choses. Vous verrez, c'est très à l'américaine. Au fur et à mesure de votre avancée dans le logiciel vous rappellera qu'avec telle ou telle autre formule, vous pourriez faire des petites choses en plus. En tout cas, réellement, la version gratuite est suffisante pour débuter, pour faire une newsletter vis-à-vis d'une petite communauté, une communauté d'associations, vis-à-vis de clients ou de prospects d'une entreprise. Un petit e-commerce, ça peut être aussi suffisant de commencer avec cette version gratuite. Les versions payantes après est à 9 €, donc un peu moins de 10 € par mois, ce qui reste très très avantageux si on veut parler d'emblée à beaucoup plus de gens. Alors, vous voyez ici, Mailchimp s'appelle Marketing Platform. C'est un peu le cas de Sendinblue aussi. C'est-à-dire que gérer des newsletters, c'est une chose, mais la newsletter est conçue, est envisagée pour ces différentes plateformes comme étant un élément d'un ensemble de dispositifs liés au marketing, donc liés au fait de promouvoir votre site, vos produits, vos services, vos informations d'une manière générale, donc ce que vous mettez en ligne, ce que vous avez envie de diffuser, que ce soit payant ou pas payant. Donc il y a un ensemble de services qui vont vous permettre qui vont vous faciliter le fait de diffuser ces informations vers votre cible, vers votre communauté. Le mail étant un élément parmi d'autres. Donc là, sur Mailchimp, il y a pas mal de choses potentielles qui vont jusqu'à la création d'un petit site, jusqu'à la création d'une landing page pour une campagne particulière. Vous pouvez gérer du SMS, l'envoi de SMS. Vous pouvez avoir un CRM, c'est une vraie base de données d'informations sur vos clients. Ça peut être intéressant à la place d'un outil que vous avez déjà ou en complément d'un outil que vous avez déjà. Voilà pour la présentation un peu rapide. Clairement, les autres font de plus en plus la même chose et Sendinblue fait aussi ce genre de choses. Pour commencer ensuite, donc il suffit de créer un compte. Moi, j'ai déjà un compte qui est créé. Ça prend quelques minutes, on va dire, 2-3 minutes. Il y a quelques informations à remplir sur vous, sur votre entreprise, sur votre objectif, sur votre audience. Donc, audience, c'est les gens à qui vous voulez parler. Une fois que c'est fait,
Je vais pas me déconnecter. Alors, on ne se connecte pas, contrairement à pas mal d'autres services que j'ai pu présenter ces derniers temps ou qu'on utilise. On ne se connecte pas avec un compte Google. C'est très étonnant de la part d'Américains. Peut-être que eux sont ont un peu plus de distance avec cette entreprise qu'en France, mais voilà, la plupart du temps, on utilise un compte Google qu'on a déjà pour d'autres choses. Là, c'est pas le cas. On se log avec un email et un mot de passe, un bon vieux log. Avec contrôle de votre adresse mail par un lien qui vous est envoyé dans votre boîte mail. Une fois que vous êtes connecté, vous arrivez ici. Vous arrivez sur l'interface, je vais fixer la bonne, c'est bien ça, vous arrivez sur l'interface de gestion de votre MailChimp. C'est même pas seulement de votre newsletter ou de votre campagne, c'est vraiment de votre MailChimp, donc de l'intégralité de la plateforme à partir de laquelle vous allez pouvoir faire énormément de choses. Et vous avez d'emblée des statistiques sur votre audience. Alors, mon audience à moi, comme là je suis sur un compte de test, elle est assez limitée. J'ai 4 destinataires. Je pense que je vais révolutionner mon activité grâce à ça. Voilà, et donc c'est en orange puisque c'est un changement, donc c'est une évolution, puisque j'ai chargé ça il y a quelques jours. Il y a très peu de jours, visiblement. Voilà, c'est-à-dire que si on avait j'avais plus de contacts et s'il y avait aussi un mouvement un peu automatique parce que je demandais aux gens de s'inscrire naturellement à un newsletter ou j'avais des campagnes particulières pour aller recruter des gens, je pourrais suivre le long de ce graphique-là l'évolution de ma communauté, donc de mon nombre d'auditeurs, de gens qui reçoivent ma newsletter. Et vous voyez les sources, donc ça aussi c'est un peu intéressant quand vous avez cette démarche pour recruter des gens, vous pouvez voir d'où viennent les gens. Donc là vous voyez que mes contacts sont importés pour 3 d'entre eux, 75%, et 1% c'est directement saisi dans l'administration. Voilà, vous accédez aussi directement à des récapitulatifs sur l'engagement de vos campagnes. Alors, je l'ai dit sur la version Sendinblue, je le redis là. En fait, on n'est pas sur un logiciel d'envoi de newsletter pour envoyer une newsletter. En fait, on est sur une plateforme de gestion de campagne marketing. La newsletter étant un élément d'une campagne marketing. On peut se limiter à la newsletter. Et donc, la campagne égale l'envoi de newsletter, mais tel que ces plateformes l'envisagent, on est dans une démarche de communication vers une cible. Donc, ça ne s'appelle pas newsletter, ça s'appelle campagne. Donc, vos campagnes sont là, et vous allez pouvoir vérifier dans le temps le taux d'engagement. Alors, le taux d'engagement par rapport à des campagnes marketing et des campagnes de web marketing, donc campagnes en ligne, il se résume souvent à 2 indicateurs qui sont essentiels. C'est le taux d'ouverture, vous avez ici, ça s'appelle opened, et le taux de clicked, en fonction de votre accent. Voilà, ce qui sont le taux d'ouverture de votre mail, enfin en tout cas de votre support numérique, ici votre newsletter, et les autres de clics, c'est le nombre de personnes qui ont cliqué à l'intérieur de votre newsletter sur un ou de votre support numérique, donc de votre newsletter en l'occurrence, sur un lien qui va emmener votre audience, votre public, d'un mail qui arrive de manière un peu involontaire de leur part dans leur boîte mail, qui va les emmener vers un site, vers une ressource en ligne où il va se passer quelque chose. Soit les gens vont cliquer et découvrir un nouveau contenu, un complément de contenu, une information que vous souhaitez absolument leur diffuser, soit vers un site e-commerce, soit vers un formulaire où vous allez pouvoir soit vendre des choses, soit capter un peu plus d'informations sur eux, sur leurs attentes, ou ce genre de choses. Donc ça, ce sont les 2 éléments essentiels d'une campagne de web marketing et d'une campagne notamment de newsletter. Voilà, pour commencer sur la première interface. Donc on arrive comme ça très rapidement sur l'essentiel, comment vit mon audience et comment elle réagit à ce que je peux envoyer. Mais si on est là ensemble, c'est pour envoyer, donc pour créer une campagne et pour envoyer notre première newsletter.
Une des choses intéressantes dans Mailchimp, même si c'est écrit en anglais, c'est qu'il y a plusieurs moyens d'arriver à la même chose. Donc, vous voyez ici le bouton Create Campaign qui permet de créer cette campagne directement. Vous avez ici un onglet en haut à côté du logo en tête de singe, un onglet, en tout cas une entrée Create, qui vous propose, qui vous rappelle tout ce qu'on peut faire avec Mailchimp et qui vous propose donc de démarrer l'envoi d'un email, la création d'une publicité, la création de votre site web, la création d'une landing page, jusqu'à la création d'une carte postale, une vraie carte postale physique, ou d'un formulaire, voilà. Donc, vous pouvez ici, pour envoyer un mail, demander à créer un email, et vous pouvez aussi, à côté, démarrer une campagne. Vous voyez ici le mot campagne. Si vous cliquez là, ça va faire la même chose. Vous allez démarrer votre campagne, et après, vous choisirez email. Un petit mot ici, et je n'en parlerai plus après, il y a une entrée automate. Alors l'automatisation, ça permet surtout, c'est surtout lié à des sites e-commerce, en tout cas c'est lié à des échanges de mails dans le cadre d'une inscription, de la création d'un compte client par exemple, d'une validation de commande, d'un mail d'alerte disant que la commande est envoyée. Voilà, ce sont des échanges de mails automatiques pour accompagner une activité particulière. Mailchimp peut gérer ça à la place du module qu'il y a sur votre site de e-commerce, par exemple, en complet, enfin, oui, à la place de, ou vous pouvez même d'ailleurs le gérer à côté. Il y a des liens qui se font, soit vous déportez le service Mailchimp vers votre site, soit c'est le contraire, vous rapatriez certains moments clés de votre site et du dialogue avec votre audience dans Mailchimp. Il y a des passerelles qui sont assez simples à mettre en place. Je reviens à ce qui nous intéresse aujourd'hui, la création de campagne. On va créer sur campagne. Le site est un peu long depuis quelques jours. Je ne sais pas si c'est lié en Europe et en France, mais je ne me souvenais pas qu'il y ait ces longueurs, donc je vous le dis. Ça peut être un peu pénible, et peut-être que là, notamment dans ce webinaire, il y aura des moments où on va trouver que c'est un peu long de charger les pages. Mais voilà, donc j'ai en test créé plusieurs campagnes que je retrouve ici, avec la possibilité, puisque celles-là n'ont pas été envoyées, donc la title et la test mon site, de les éditer pour les finir. Celle-là a été envoyée, la test, voilà, et je peux voir View Report, je peux voir le rapport, donc les statistiques liées à cette campagne. Je peux renommer test pour la retrouver plus tard. Je peux aussi la dupliquer parce qu'elle m'a bien plu, parce que c'est une campagne récurrente et je vais vouloir la renouveler, mais ce ne sera pas celle du mois de mai, ce sera celle du mois d'avril, du mois de juin, pardon, le mois prochain. Ça évite de tout refaire, ça évite de tout retaper, et on peut, après, une fois qu'elle est dupliquée, on peut venir intervenir dessus pour changer quelques petites choses, mais on va garder la structure globale. Quand je vous dis que sur Mailchimp, où qu'on soit, on peut souvent revenir alors passer d'une activité à l'autre. Pour le coup, l'interface est plutôt bien faite, l'ergonomie est plutôt bien faite. On retrouve ici les campagnes, on peut les retrouver par mail, par différents types de campagnes. Donc, retrouver aussi ces cartes postales. On va retrouver les campagnes qui ont déjà été faites et on va pouvoir à cet endroit-là refaire une landing page, refaire une publicité pour les réseaux sociaux. On reste sur les mails et on reste sur ce qui nous intéresse là maintenant tout de suite, c'est de créer une campagne. Et donc on clique sur créer une campagne. Vous voyez, on a à nouveau les propositions de ce qu'on veut faire, puisqu'on est sur une campagne. Hop, je passe ici. Ce qu'on va faire, c'est créer mail. On vient par ici. Et c'est parti. Donc ce qu'on veut faire, nous, c'est créer une newsletter. Donc finalement, créer un mail. Et c'est une newsletter et rien d'autre qu'un mail qui est mis en page. Alors, mise en page, si on veut. En tout cas, c'est un mail qui est envoyé à une grande, une fois pour un public assez large.
Alors, on peut ici, vous voyez tout en haut, on retrouve encore donc, le regular, qui est de créer cette fois une newsletter, vraiment. Donc, on va être accompagné dans les différentes étapes pour créer cette newsletter très mise en page. L'automated, on va pouvoir à nouveau travailler sur les versions automatisées de certains mails. Voilà. Et le plain text, si je clique dessus, donc on va être cette fois accompagné pour créer une newsletter, un mail, mais qui va ressembler vraiment à un mail plutôt texte. Texte un tout petit peu mis en page, mais pas trop. Voilà, ça peut être aussi un moyen de communiquer vers votre audience et d'envoyer une information qui ne ressemble pas à une newsletter, parce que vous allez dire autre chose, et de manière différente, que dans cette newsletter très mise en page, façon lettre d'information, façon presque petit magazine papier, quelque chose de travaillé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt ça, donc on va cliquer sur Regular. On commence par donner le nom d'une campagne. Le nom d'une campagne, c'est ce qui va nous permettre de retrouver, hein, vous l'aviez juste avant dans l'écran, ce qui va nous permettre de retrouver cette campagne parmi d'autres et de pouvoir éventuellement revenir sur cette campagne, voir les statistiques, la dupliquer pour la prolonger dans le temps ou la renouveler dans le temps. On va faire tout simplement un test webinaire. Voilà, jusqu'à 86 caractères. On pourrait mettre comme ça pour qu'elle soit plus facile à trouver. Et on commence. Et là, on arrive dans la prise en main par MailChimp de notre campagne, notre création de campagne. On est très accompagné dans MailChimp et c'est très clair pour le coup. On va franchir ces différentes étapes. À chaque fois qu'elles sont franchies, on aura un petit check vert qui va apparaître. Et si on n'arrive pas, si on ne franchit pas correctement, en tout cas si on n'arrive pas à franchir, ça sera expliqué, le pourquoi sera expliqué et on pourra intervenir très précisément sur l'étape pour améliorer les choses. Et pouvoir enfin franchir l'étape pour aller à celle d'après. Alors ici, l'audience est déjà chargée avec 3 personnes qui peuvent recevoir cette audience. Hop, je vais l'éditer. L'audience s'appelle Awalti. Je pensais qu'on pouvait en créer une autre ici. Alors, il va falloir que vous me fassiez confiance. Au moment où vous créez une audience, je vous donne 30 secondes, je vais regarder là si on peut en créer une autre. Ah. Désolé, on fait un petit pas de côté juste pour retourner à l'audience. Quand vous allez créer votre compte pour la première fois, MailChimp va vous demander d'importer votre audience, donc votre cible, votre carnet de contact. Et donc, vous allez arriver ici, sur cette page-là, donc que j'ai pu retrouver en cliquant sur Audience, donc votre public. Et il y a plusieurs manières d'intégrer cette audience, vos contacts. Alors, le premier Use Settings from Last Import, c'est donc reprendre la même technique que la dernière fois. J'en ai testé plusieurs la dernière fois, et donc j'avais la dernière fois testé le lien avec une page Google Sheets, donc l'équivalent d'une page Excel, mais pour Google. Donc on peut créer ce lien avec différents services en ligne. Je vais vous montrer comment ça marche. Vous pouvez charger un fichier CSV ou un fichier texte. Alors, les fichiers CSV ou .txt sont des formats texte, des formats avec juste des lettres à l'intérieur, donc les lettres qui concernent votre contenu, le nom, l'adresse mail, le numéro de téléphone et d'autres choses. Et chaque donnée est séparée par un élément qui permet de recréer les colonnes après quand on va l'importer. Donc le CSV, toutes les données sont séparées par des points-virgules, par exemple. Dans le format .text, la plupart du temps, c'est par une tabulation. Vous pouvez générer un fichier CSV ou un fichier texte à partir de n'importe quel logiciel de traitement de données, à partir de n'importe quel Excel, si vous faites n'importe quel tableur, pour les plus anciens d'entre nous. Au moment d'enregistrer, vous enregistrez sous CSV, sous .csv ou sous .txt, le logiciel se charge de tout, vous récupérez un fichier qui a une icône un peu différente de celle d'un fichier Excel, et vous venez après le charger ici. Donc
cliquant là, ou alors vous pouvez tout simplement et encore plus facilement faire un copier-coller à partir d'un fichier. Donc, voilà, vous avez votre fichier Excel ou votre fichier Google Sheets ou vos fichiers, ce que vous voulez. Vous faites un copier-coller en prenant bien la première ligne qui va être l'intitulé de vos colonnes et donc le nom de vos champs. Et vous allez hop, le copier-coller à l'intérieur de ça. Vous pouvez faire aussi autre chose. Et je vais cliquer sur ça pour vous montrer. Vous pouvez relier Mailchimp à un service dans le cloud. On va aller voir ça. Voilà. Si on clique là, vous voyez que vous pouvez le relier à un Google Drive. Donc c'est le service cloud de Google qui permet de stocker en ligne des fichiers du type Word, donc des Google Docs, du type fichier Excel, des Google Sheets, et pas mal d'autres choses. Vous allez rentrer vos coordonnées Google, donc votre adresse mail, votre mot de passe, un peu de manière comme ça existe sur d'autres logiciels, et Mailchimp va se charger de trouver les fichiers qui correspondent à ce qu'il attend et va vous demander de sélectionner celui qui sera votre base de données. Le fait de faire ça, ça veut dire que vous allez pouvoir mettre à jour votre feuille de calcul Google avec de nouveaux contacts, et Mailchimp se chargera de mettre à jour votre base automatiquement. Vous pouvez le faire de la même manière avec Google Contacts, c'est finalement votre base de contact dans votre logiciel Gmail, votre logiciel de web. Il y en a d'autres que vous voyez ici, le Constant Contact ou le Zoho. Vous pouvez faire un import spécifique pour les Mac. Voilà. Et alors, si vous êtes sur d'autres formules que la formule gratuite, vous pouvez aussi le relier à vos bases de sites internet, donc liées notamment à des sites de e-commerce. On va utiliser, nous, la version la plus simple, la copy-paste. File, on continue. On arrive tout simplement ici. Voilà, vers un champ dans lequel vous allez coller vos données. Donc, vous avez vu tout à l'heure, hop, je les ai sélectionnées, je les ai copiées. Donc, hop, clic droit, copier. Ici, ou CTRL-C, ou Commande-C, ou Pomme-C. Ça revient au même. Vous vous mettez là, vous cliquez dans la zone, vous faites un clic droit pour coller. Voilà, ou vous faites un CTRL-V, un Commande-V ou un Pomme-V en fonction de l'ordinateur que vous avez sous les doigts et de votre âge. Je dis ça, j'ai un clin d'œil pour ceux qui disent encore ou qui utilisent encore le Pomme-V sur les Mac. Donc, vous revoyez mes données, la première ligne est... un problème de son. Je vous laisserai me dire si ça marche ou pas. .v, ça date un peu, visiblement. On est assez d'accord, mais certains l'utilisent encore. Donc vous m'entendez, tout va bien. Je continue. Alors donc, vous retrouvez ici les données, la première ligne étant les intitulés de colonnes, et ensuite, on a, là, avec des tabulations cette fois, là, vous voyez, il y a des petits espaces entre chaque donnée. Donc on a notre tableau qui se recrée comme ça. On a compris que si je dépasse le nombre de contacts, si j'en importe plus de 2000 dans la version gratuite, je vais être automatiquement upgradé, donc passer à la version payante de premier niveau, sauf si j'en intègre directement plus de 50 000, et dans ce cas-là, j'aurai la version encore plus chère. C'est obligatoire pour continuer. Avec mes 4 contacts, je risque pas grand-chose, donc je continue. Mailchimp a reconnu qu'il y avait 4 colonnes et me demande de préciser, si je veux, d'ailleurs, c'est pas obligatoire, de préciser le type de contenu. Donc lui, il a reconnu l'email adresse, donc les adresses mail, ici, nom, prénom et numéro de téléphone. Pour l'instant, il n'a pas reconnu, donc à moi de faire éditer et de choisir qu'ici, c'est un nom, last name. Hop, j'enregistre. Qu'ici, on est sur un prénom, first name. J'enregistre. Qu'ici, OK, donc on est sur email adresse, je confirme. Et qu'ici, on est sur un numéro de téléphone, un phone number, ici. Avant de cliquer, je vais vous montrer. Voilà, on pourrait... Voilà les champs qui sont reconnus par Mailchimp. Donc, on peut reconnaître plusieurs adresses, y compris donc la ville, par exemple, le code postal, le pays, on peut reconnaître la date d'anniversaire. Et dans les automatisations, les automations, le fameux automate
tout à l'heure, on pourrait demander à ce que Mailchimp envoie un mail automatiquement pour souhaiter l'anniversaire de certains de vos contacts, enfin de vos contacts d'ailleurs. Pour ça, il dira le champ birthday, anniversaire, et enverra lui-même le mail que vous avez prévu pour fêter un anniversaire à votre cible. Et donc phone number, voilà, hop. Il me dit que tout va bien, j'ai bien paramétré les 4 colonnes et je peux maintenant continuer. Donc en bas, toujours le bouton continuer. Hop, je peux continuer pour poursuivre l'organisation de mes données. Je peux mettre un tag à ces données que je viens de charger, qui va me permettre de gérer ensuite ces nouvelles données. Donc, est-ce qu'on les met dans prospect, client, est-ce qu'on les met dans newsletter, dans staff? On peut mettre plusieurs tags comme ça, donc newsletter, prospect par exemple. Ce qui va me permettre, au moment où je veux faire des newsletters sectorisés, juste pour une partie de cette cible, de choisir cette partie de cible par ces fameux tags, ces fameux mots-clés que j'aurais chargés. On peut également charger des gens qui n'ont pas choisi volontairement d'avoir souscrit à cette newsletter, et donc il y aura un mail qui va leur demander de souscrire d'abord à la newsletter pour être en conformité avec la RGPD notamment. On peut demander de mettre à jour les contacts existants, si on veut. Hop, on continue. Petit rapport sur tout ce qui a été fait. On est d'accord, on importe. Et alors de mon côté, ça ne va pas être révolutionnaire, puisque mon audience ne va pas changer. C'est la même base que la dernière fois. Hop, les tags, j'ai juste actualisé les tags. Donc les tags se sont actualisés. Et voilà. Et voilà, c'est fini. L'audience est chargée. Et donc si j'avais mis des nouvelles adresses, je serais passé de 3 contacts à un peu plus. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc on reprend où on en était sur la création d'un email. Donc, on en était à lancer notre nouvelle campagne. Donc pour la lancer, d'abord, je vous rappelle, on donne un nom. Ce qu'on avait choisi, je crois que c'était thème webinaire. Et il me semble qu'on avait mis quelque chose comme ça. C'est parti. Alors, à qui on va l'envoyer? On va l'envoyer à mes trois contacts. Donc ça, c'est bon. On pourrait, en éditant les récipients, donc les récipiendaires, comme on dirait en France, mais surtout les destinataires, on peut à nouveau retravailler sur cette liste. Ici, l'audience s'appelle Awelty, c'est le nom que j'ai donné à cette base. Et on pourrait segmenter, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les tags, donc newsletter ou prospect, ne choisir que les gens qu'on a tagués comme étant ceux qui sont destinataires de la newsletter. On ne pourrait choisir que les prospects parce qu'on les a tagués prospects dans une deuxième base ou un deuxième import. On pourrait aussi utiliser des segments qui sont préconstruits, proposés par Mailchimp. C'est uniquement les nouvelles personnes qui ont souscrit à la newsletter, qui sont abonnées à la newsletter. Les actives, vous reverrez ça tout à l'heure. Les actifs, ce sont ceux qui lisent la newsletter. Les inactifs, c'est ceux qui n'ont pas lu la newsletter. Donc, actifs, c'est ceux qui ont lu au moins une fois une des 5 dernières. Les inactifs, c'est ceux qui n'ont pas lu au moins une des 5 dernières. Les clients potentiels, alors là, ça va un peu plus loin. C'est vraiment lié à votre site e-commerce et c'est lié à d'autres fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans la version gratuite, mais c'est lié à des caractéristiques que vous avez prédéfinies sur les gens qui sont potentiellement clients de vos produits de site e-commerce. Voilà, les clients réguliers, les clients qui ont consommé pour une première fois, les clients qui ont consommé depuis pas très longtemps. Voilà, donc on va dire qu'on veut dire à tout le monde, parler à tout le monde. On peut personnaliser le champ A, le champ tout, et on le personnalise tout simplement là en choisissant des formules préexistantes. Donc on peut envoyer sur fname, c'est first name, donc on peut l'envoyer au prénom de la personne. Donc le mail va être envoyé à Vincent et pas à vincent@awelty.com.
On peut l'envoyer à last name, donc on va envoyer à Trelka, ce qui en France se fait moyen, ou on peut l'envoyer à Vincent Trelka, donc fname, et à côté, name, voilà, et on peut le customiser derrière. Je ne veux pas cliquer dessus, ça va nous emmener ailleurs, mais avec l'aide, vous pouvez customiser un petit peu. Je vous déconseille en vrai, parce que ça ne se fait pas trop dans le monde des mails. Ce qui est proposé là, soit prénom et nom, suffit amplement. Et donc on va dire que hop, on envoie au prénom. On enregistre. Cette première étape est passée. La deuxième, from, j'ai qu'une adresse qui est rentrée sur Mailchimp. Donc forcément, il le propose de l'envoyer à partir de mon adresse, avec les informations que j'ai données. Je peux l'éditer et changer ça. Je ne vais pas l'envoyer, c'est pas Vincent qui va l'envoyer, mais c'est Vincent Trelka, mon complet, ou c'est complètement autre chose. Ça peut être Vincent de l'agence Awelty. Ou si j'envoie avec une adresse contact, ça peut être quelque chose d'un peu plus marketing, d'un peu plus vendeur, de quelque chose qui va donner plus envie, par exemple, parce qu'on en est encore là. Ça pourrait être le prénom d'une jolie collaboratrice qui s'occupe du marketing, en fait, qui n'existe pas, mais qui va donner, qui va interpeller, parce que ce nom est différent, parce qu'il va susciter quelque chose. Voilà. Ça peut être écrit comme ça, ou ça peut être juste écrit. Voilà, vous faites ce que vous voulez. En gros, vous avez compris. Vous avez un petit complément en dessous, il dit, voilà, Mailchimp vous dit d'utiliser quelque chose que les gens qui ont souscrit à votre newsletter et qui sont inscrits volontairement à votre newsletter vont reconnaître. Ça maximise les chances d'ouverture. Donc le nom de votre entreprise, le nom de votre site, c'est parfois nettement meilleur que votre prénom. On constate aussi que si c'est une vraie personne ou si c'est le nom d'une personne qui envoie une newsletter, c'est plus sympa que ce soit newsletter qui envoie. Voilà. Service marketing d'Awelty, je pense que ça aurait moins de chances d'être ouvert, je suis convaincu, que Eva d'Awelty ou même Vincent d'Awelty, pas de sexisme à ce point-là, voilà. Parce que on préfère lire le mail de quelqu'un que de recevoir une énième lettre d'info, même si on l'attend. C'est juste psychologique, ça ouvre pas du tout les mêmes petites cases dans la tête et ça ne suscite pas le même intérêt. On peut changer l'email adresse, donc l'adresse email ici. Si vous en mettez une différente, il va y avoir le même processus de validation d'adresse mail. Donc vous ne pouvez pas rentrer n'importe quoi comme adresse mail. On va laisser celle-là pour le moment. Deux premières parties sont check. On passe au sujet, à l'objet du mail, qui est extrêmement important dans une campagne de marketing. Alors, tout se règle ici aussi très facilement, voilà, par étapes. Donc, il y a deux éléments qui sont importants avant la lecture de la newsletter, c'est l'objet du mail et le texte, le petit texte qu'on peut voir au moment où le mail arrive. Donc, dans certains navigateurs, pas dans tous, mais dans beaucoup maintenant, dans certains webmails ou logiciels de mail, par exemple, pas navigateur, on voit l'objet et ensuite on voit quelques lignes qui sont soit les premières lignes du mail, soit un résumé du mail. C'est important de travailler ces deux éléments parce que c'est ce qui va donner, en plus du nom, qui va rassurer, ok, c'est envoyé par quelqu'un que je connais ou par un service auquel je me souviens avoir souscrit. Là, ça va donner envie de lire le mail. Donc là, je vais vous faire le type d'objet qui ne donne pas trop envie de lire. Voilà, newsletter d'Awelty webinaire, par exemple. Je vous déconseille de faire ce genre de choses. Le sujet va être plutôt de faire un petit résumé déjà, ou de mettre en avant une info principale de votre newsletter, ou de faire d'emblée un clin d'œil avec la saison, avec l'actualité, avec voilà. Susciter déjà un petit intérêt. Aujourd'hui, on est le 4 mai. 4 mai pour les plus geeks d'entre nous, c'est la journée internationale Star Wars. Donc on pourrait mettre un truc comme ça. Et tous les geeks de mon audience vont avoir envie de cliquer sur ce lien pour savoir ce que j'ai préparé
pour cette journée, mail de force, un jeu de mots avec que la force soit avec vous, avec toi. Voilà, donc ce genre de choses peut être travaillé comme ça. Et ensuite, on va écrire, pareil, un texte qui va donner envie, donc on a 150 caractères pour pouvoir le faire, un petit texte de résumé de la newsletter qui va donner envie de la lire, ou qui va confirmer que l'objet n'est pas qu'un objet attrape-nigo, ou très marketing, ou très travaillé. Il y a, au-delà de la promesse de l'objet, au-delà de l'évocation du sujet de l'objet, on va avoir envie, on va vraiment trouver un truc intéressant dans la newsletter. Alors là, je ne vais pas le faire, hein, mais les introductions, blablabla. Bla. Tout ça pour revenir sur autre chose, qui sont ça. De plus en plus, on utilise dans les réseaux sociaux et maintenant dans les mails, dans les SMS d'abord, dans les réseaux sociaux ensuite, et maintenant dans les mails et dans les entêtes de mails, on utilise des emojis, des émoticônes, voilà, qui vont venir compléter le message, donner un petit peu d'animation, un petit peu de vie, qui vont venir souligner, qui vont venir accentuer des choses. Donc là, vous avez d'emblée disponible avec ce petit menu ici, quelques emojis. Voilà, à la manière de ce que vous connaissez sur les réseaux sociaux, vous pouvez retrouver, il y en a un paquet. C'est là où je vous mets une petite alerte. En fonction des gens qui reçoivent, en fonction des logiciels qui reçoivent votre newsletter, donc que ce soit un webmail de type Gmail, que ce soit un Outlook sur votre ordinateur, sur votre PC, que ce soit votre service sur votre téléphone, les emojis ou les émoticônes ne sont pas lus et ne sont pas interprétés tout à fait de la même manière. Alors moi, je vous conseille ça. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop, je vais vérifier que vous voyez bien cette... voilà. Ça s'appelle Emojipedia, emojipedia.org. Vous avez l'adresse ici. C'est un répertoire des emojis, des émoticônes. Vous pouvez donc soit en chercher par le nom ou par ce qu'il signifie, soit par type, ici par les catégories les plus populaires. Tout ça pour vous montrer quelque chose. Donc ici, vous avez toutes les émoticônes qui sont répertoriés. On va choisir la première. Grinning face, donc le sourire. Alors, truc, là, il est proposé dans Mailchimp, c'est pas le cas dans Sendinblue, il faut le copier-coller dans Sendinblue. Donc ici, vous pouvez le copier-coller. Ce que je voulais vous montrer, c'est juste, voilà, vous avez dans Emojipedia, vous avez la bibliothèque des interprétations par les différents logiciels d'un même emoji. Alors là, sur l'emoji qui sourit, il n'y a pas énormément de différence. Messenger commence à être un peu différent de celui d'Apple. Si on descend, vous allez voir que voilà, celui de Mozilla est aussi très très différent. Celui d'HTC sont différents. Alors parfois, sur d'autres catégories comme voilà ici, si on choisit des biscuits par exemple, je ne sais pas si je vais les trouver du premier coup. Hop, je ne vais pas les trouver, mais les cookies sont vraiment différents d'un... Hop, si je clique sur cookies, normalement on devrait arriver sur des choses vraiment différentes. Celui-là ou celui de Mozilla, là, par exemple, qui est un navigateur qui continue à être très utilisé, c'est pas tout à fait le même, ça n'a pas le même rendu que celui d'Apple. On n'est pas, voilà, celui de Microsoft aussi, pour comprendre que c'est un cookie, c'est un peu plus compliqué. Voilà, tout ça pour dire que faites attention. Alors déjà, je vous incite à les utiliser, c'est vraiment très important dans une entête, dans un objet. C'est important, vous pouvez le mettre où vous voulez. Évitez d'en mettre trop. Alors, on n'est pas dans un SMS pour le coup, donc normalement 1, 2. En fait, si c'est un emoji qui dit quelque chose, il vaut mieux en mettre un seul. Si c'est un emoji un peu d'accompagnement comme un feu d'artifice ou des choses comme ça, vous pouvez en mettre 2 autour de l'objet, autour d'un mot particulier, ce genre de choses. 2, ça me semble être la limite pour rester dans le bon goût et donner envie. Donc, vous pouvez faire la même chose avec le texte de prévisualisation. Peut-être que là, vous pouvez éventuellement en mettre un peu plus. Voilà. On enregistre.
Et on passe maintenant au cœur du sujet, qui est de créer sa newsletter. C'est ici. Alors, créer une newsletter, c'est très simple. C'est très simple. Pourquoi? Parce que vous allez être accompagné assez fortement pour designer une newsletter qui fonctionne. Alors, par rapport à Sendinblue, Mailchimp a un nombre vraiment limité, dans la version gratuite, un nombre vraiment limité de newsletters, de templates de newsletters, de schémas tout faits. Donc là, vous en avez 2 qui sont gratuits, et les autres, il va falloir passer sur des comptes payants. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà un petit peu avancées. Là, c'est une structure encore plus basique. Vous en avez quelques-unes, vous en avez 2, en fait. Je pense qu'il y en avait plus, vous en avez 2. Et après, ça sera payant. Vous en avez 3. Voilà, il y a le simple texte, qui est dans la version gratuite aussi. Donc ça c'est pour créer vous-même votre newsletter à partir de vos éléments à vous, à partir de vos codes couleurs, à partir de votre envie, de ce que vous avez déjà en tête en termes de design. Vous pouvez aussi aller choisir des thèmes qui sont déjà plus avancés, plus travaillés aussi. Il y a une recherche sur la police, une recherche sur les couleurs, une recherche sur une ambiance particulière pour dire quelque chose de particulier. Vous en avez quelques-uns ici qui sont accessibles gratuitement pour la plupart. Donc en e-commerce, il n'y en a qu'un ici, mais vous en avez donc 3, 6, il y en a 8 gratuits ici. Déjà, avec les 8, on peut faire pas mal de choses, sachant qu'une fois qu'on a choisi un thème, le travail est pré-mâché, mais vous pouvez revenir sur l'ensemble de ces éléments et on va voir ensemble comment. Vous pouvez venir sur l'ensemble de ces éléments pour les mettre à votre goût, enlever une photo, en mettre une autre, remplacer une photo par du texte, ce genre de choses. Voilà, ces thèmes, ces templates, vous pouvez les sauvegarder et les réutiliser après dans différentes campagnes. Et vous avez enfin là un code your own. Vous pourriez coder vous-même votre newsletter. Alors en fait, plutôt que de coder, vous pourriez importer une newsletter qui existe déjà en un template que vous auriez téléchargé sur des sites gratuits. Vous cherchez sur Google template newsletter gratuite et vous allez déjà tomber sur énormément de propositions de newsletters en HTML. Vous allez pouvoir récupérer le code HTML et le charger à l'intérieur de Mailchimp pour faire avoir des templates supplémentaires. Commençons avec celui-là, par exemple, pour voir comment ça marche. On va choisir le Thousand Bike Shop. Et le fait de sélectionner un template nous amène dans l'espace de conception des newsletters. Désolé, ça charge lentement, mais ça charge. Donc, avant qu'on aille plus loin, enfin pendant que ça charge, vous voyez, c'est bon, mais vous voyez que l'écran est composé de 2 parties. Un écran ici qui va être la newsletter avec les différents éléments imbriqués. Et ici, sur la droite, l'écran de contrôle qui va nous permettre d'interagir sur des éléments et d'en rajouter. Alors, ce qu'il faut savoir sur les newsletters de Sendinblue, c'est qu'elles sont composées de 3 éléments. Un élément qui va être le header, donc la tête, le haut, l'introduction de la newsletter, qui en gros vient ici, là, toute la photo, tout ça, c'est le header. Il va y avoir le corps du message, ici, et le footer, ou le pied de page, ici, dans lequel on va retrouver des éléments un peu obligatoires pour permettre d'accéder à son compte, pour se désinscrire, pour voilà, retrouver l'adresse du site internet ou l'adresse postale de l'expéditeur. Ce sont des choses assez obligatoires et d'ailleurs, on verra tout à l'heure. Voilà. Ensuite, donc, pardon. Ces éléments, le header, le body et le footer sont intangibles. Les uns sont vraiment les uns au-dessus des autres et en dessous des autres. Voilà, c'est comme ça, mais vous allez pouvoir complètement composer ou intervenir sur les différents éléments qui sont à l'intérieur de ces 3 parties. Vous intervenez juste en passant votre souris sur les différents éléments.
il y a un menu spécifique qui apparaît, et vous allez pouvoir commencer à travailler dessus. Alors, sur le menu spécifique, prenons celui-là, vous allez pouvoir, avec le petit crayon, intervenir sur ce contenu, donc le modifier, vous allez pouvoir le dupliquer, ou vous allez pouvoir l'effacer, avec la petite croix, vous comprenez aussi, vous allez pouvoir le déplacer dans la page. Si vous voulez le dupliquer, vous cliquez là, et vous avez vu, à côté, le menu à côté s'est ouvert, et vous allez pouvoir intervenir sur le contenu proposé en changeant le texte qui est proposé, déjà en l'adaptant, en l'écrivant en français par exemple, mais aussi en intervenant sur le style, en mettant du gras, en mettant en italique, en le mettant en souligné, en créant un lien, enfin tout ce que vous connaissez déjà sur la création de sites web, la création de messages mis en page en ligne, vous connaissez ça par cœur, ces petits modules qui viennent au-dessus d'un champ de texte. Donc là, vous allez pouvoir centrer, mettre ferré à gauche ou à droite, justifier, vous pouvez faire pas mal de choses. Vous pouvez jouer sur le style, sur la police qui est utilisée. Vous pourriez, mais c'est interdit, mettre un comics en MS. Le comics en MS, je le répète, est de mauvais goût. C'est une plaisanterie de graphiste, mais malgré tout, c'est quand même une police qui a vraiment fait son temps. Vous pourriez donc changer sur toute ou partie du texte. Vous pouvez changer la taille, vous pouvez changer la couleur, pas mal de choses. Ça, c'est sur le contenu. Donc, on est sur le premier onglet contenu. Vous pouvez changer le style à côté. Le style, c'est ce qui va venir se greffer au contenu. Donc là, vous allez pouvoir spécifier une fonte à nouveau, donc cette fois pour l'ensemble du contenu. Vous allez pouvoir changer la taille, vous allez pouvoir changer la couleur, la hauteur des lignes. Et vous allez pouvoir intervenir aussi sur quelques éléments, comme ici, passer, donc paramétrer ce bloc, et ici passer sur 2 colonnes par exemple, avec une colonne plus petite ou une colonne plus grande, ou 2 colonnes classiques. Ce qui n'est pas très beau, donc on revient sur une colonne. Une fois qu'on est intervenu sur cette partie-là, ben, on va en bas, on enregistre, et c'est bon, et on peut passer à l'autre. Alors vous avez ici la bibliothèque des choses que vous pouvez rajouter dans le header et dans le body et dans le footer. Donc vous pouvez rajouter du texte qui va être dans un cadre, donc vous allez pouvoir jouer sur la couleur, sur les bordures de cadre. Vous pouvez rajouter une ligne, vous pouvez rajouter une image, vous pouvez rajouter un groupe d'images que vous allez aussi pouvoir paramétrer. Là, il y en a 4 à l'écran, enfin sur l'icône, mais vous allez pouvoir en mettre 2, 3. Une image avec une légende dans une carte, donc avec une sorte d'effet un peu, enfin avec un cadre tout simplement, la même chose mais sans cadre, un lien pour partager du contenu, les liens vers vos réseaux sociaux, un bouton, le footer, donc vous pourriez l'enlever ou le remettre, ou en tout cas le compléter. Vous pourrez mettre du code à vous, donc des choses qui vont venir encore plus paramétrer ou personnaliser cette newsletter. Et vous allez pouvoir, alors ça c'est une nouveauté par rapport à d'autres logiciels et par rapport à Sendinblue, vous pourriez intégrer de la vidéo. Alors en fait non, la promesse le service est intéressant, la promesse est un petit peu survendue là, comme ça. En fait, les lecteurs de mail ne lisent pas la vidéo par défaut. Là, ce que propose Mailchimp, c'est malgré tout, on va le faire ensemble, hop, on le met ici. On veut mettre ici une vidéo, et ce que Mailchimp propose, c'est de copier l'URL de la vidéo à partir, par exemple, d'un lien YouTube. Ça marche avec Vimeo, ça marche avec d'autres services. Donc vous copiez et collez ici votre lien YouTube. Mailchimp va se charger d'extraire une vignette de votre vidéo. C'est la vignette qui va être intégrée dans votre newsletter, avec un petit symbole qui montre que c'est une vidéo et qu'il faut cliquer. Au moment où les gens vont cliquer dessus, pensant déclencher la vidéo, ils vont être renvoyés vers YouTube. Donc cette vidéo peut être accompagnée également d'un petit texte qui explique le pourquoi du comment. Et sur ce texte et sur cet encadré, vous pouvez également intervenir avec le style ou avec
les settings, donc la mise en forme, le paramétrage de cette boîte de contenu. Celle-là, je vais l'effacer. On va passer, est-ce que je suis sûr? Je suis sûr. On passe par exemple au bouton, ici, et de la même manière, le bouton, on va pouvoir changer ce qui est écrit dessus. Shop Sales, on va écrire acheter maintenant. Voilà, le lien va être vers une adresse mail que je chargerai ici. Ça, c'est pour le contenu. Ensuite, le style du bouton. Le style ne me va pas, là, c'est un peu trop rigide. Je vais pouvoir rajouter ou pas des bordures. Alors, pour le coup, il y a des limites, donc je ne vais pas rajouter de bordures, mais je vais lui rajouter des bords arrondis, et je vais changer la couleur, qui ne me va pas du tout. Moi, mon truc à moi, c'est le rose. C'est pas du tout rose, mais vous voyez l'idée. Alors, soit je peux choisir la couleur comme ça, et ça prend la couleur de où mon curseur s'est arrêté, soit je choisis des couleurs paramétrées, soit je mets des codes hexadécimaux qui sont les mêmes que sur mon site internet, soit j'ai les codes RVB en français, RGB en anglais, donc rouge, green, blue, qui sont l'autre manière de fabriquer une couleur. Donc, ça, ce sont des codes que vous pourrez trouver sur votre site internet, par exemple, pour avoir la même charte graphique des deux côtés, et on peut donc, voilà. Le texte, on peut le changer également de la même manière. Chose pas forcément très intéressante, on peut le mettre en gras ou pas. On peut travailler sur l'espacement entre les lettres. On peut jouer sur la taille de la police, sur la police elle-même, et sur le padding. Le padding, ce sont les marges à l'intérieur du bouton. Alors, je vais d'ailleurs, pendant que j'en suis là, parce qu'on est en anglais, et qu'il y a certains mots qui sont parfois un peu difficiles à comprendre, ou qui ne parlent pas à tout le monde, je vous donne un truc. C'est quand vous ne savez pas, l'essentiel, c'est de tester. Pour tester, vous mettez une valeur aberrante. Voilà. C'était proposé 20 au départ, donc vous mettez 100 à la place, vous validez. Ah, bah voilà, ok. Bon, là, on comprend à quoi sert le padding. Et donc après, on peut le régler correctement. Je voulais un padding un peu plus grand, je vais mettre un 40, ça fait un gros bouton. On peut cliquer. Si j'avais d'autres boutons dans la page, je pourrais demander à ce que les changements qui sont effectués sur ce bouton s'appliquent à tous les autres boutons en cliquant ici. Voilà, et donc la conception de ma page va se faire comme ça, sur l'intégralité de mon template, en rajoutant, donc là j'ai fini avec, alors je pourrais aussi changer la photo, mais j'ai fini avec le header, on peut passer au body, et ici, rajouter, je suis rentré d'emblée dans le texte, mais je pourrais rajouter à nouveau une image de groupe, hop, que je vais mettre ici. Je vais aller dans les settings pour dire que je les veux l'une en dessous de l'autre. Ici, je vais pouvoir charger les images. On charge les images à partir de fichiers qu'on va charger ici, à partir de liens, à partir de Jiffy. Alors Jiffy, c'est un service qui propose des GIFs animés. Donc vous pouvez trouver Jiffy en ligne. C'est jiffy.com. Voilà, sur jiffy.com. Donc là, vous avez... C'est un site qui est aussi un peu loin à charger, mais vous avez plein de GIFs animés qui apparaissent, que vous pouvez rechercher par mots-clés, ce genre de choses. Sur chaque GIF animé, vous allez pouvoir, pas là, mais une fois que vous avez fait votre recherche, vous avez un lien à copier-coller à l'intérieur qui est proposé avec chaque GIF animé, que vous allez pouvoir donc après copier-coller ici. Alors l'un des services proposés par Sanilblue est d'intégrer Jiffy directement dans son interface, et donc vous n'avez pas besoin d'aller faire le lien, vous retrouvez les choses, vous sélectionnez, hop, vous l'intégrez dans votre newsletter, et vous voyez d'emblée à quoi elle ressemble. Voilà. Là, on est sur deux images, on pourrait être sur une, on pourrait être sur deux, on peut en ajouter facilement, et revenir après sur le paramétrage, savoir comment on veut les voir apparaître
comme ça par exemple, ou en carré. Voilà, on pourrait lui donner des bords arrondis, pas trop, sur une image comme ça, mais voilà. Laissez le bon goût prendre la main et faites-vous confiance sur le rendu, testez-le. Voilà, je sors de là, ça va vite nous énerver, je pense ça. Je vais venir là-dessus très rapidement aussi, parce que je pense que vous avez compris le contexte. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire, il n'y a plus qu'à tester, sachant que vous ne pouvez pas forcément casser les choses. Hein. Il suffit de revenir en arrière, il suffit si vous testez un truc, bah, vous pouvez après le supprimer. Donc, l'essentiel pour y arriver, c'est de le faire. Je reviens là-dessus quand même, c'est la petite phrase qui dit que on peut voir cet email dans un navigateur, qui me semble indispensable sur l'envoi de mail, encore aujourd'hui, même si on a tous maintenant des connexions qui tiennent la route et des navigateurs et des logiciels qui permettent de charger des images d'emblée, mais c'est un lien qui reste intéressant. Et donc vous pourriez aussi paramétrer l'intégralité du style de votre newsletter en passant par style ici. Donc, il y a bloc ici pour les différents blocs, il y a style ici, et vous allez paramétrer votre page élément par élément. Donc d'abord la page, quelle est la couleur de fond, quelle est la couleur des bords, s'il y a un email, comment on met la bordure. Heading 1, c'est le titre 1, quelle police il va avoir. Voilà, on pourrait demander que ce soit, allez, je vous fais un comics en MS. Il y a beaucoup de polices, voilà, on peut faire des choses comme ça. La taille de ce titre, donc on paramètre tout d'abord et après on fait du contenu, vous avez compris. Hop, les colonnes, voilà, on paramètre tout d'abord, ou alors on a du contenu et on va intervenir et paramétrer chaque élément au cas par cas. Ça dépend de votre manière de travailler, ça dépend de votre confiance en vous sur ce genre de choses, ça dépend de plein de choses, et c'est à vous de voir. Une fois qu'on est bon, bah, on clique sur continuer et on peut envoyer la newsletter. Voilà, le contenu est fait. Comme j'ai touché un peu à tout, il a considéré que c'était bon. Et donc, je peux y aller. Je peux rééditer le design si ça ne va pas. Je peux m'envoyer ici un email test, et je vous conseille de le faire avant d'envoyer à vos 10 000 ou 50 000 contacts. Envoyez-vous un email test pour le voir dans votre navigateur, pour le voir dans votre logiciel, pour pouvoir le contrôler, pour pouvoir le relire en conditions réelles. C'est pas du tout la même chose que de le lire au moment de la conception. Écoutez, une fois que vous êtes prêt, alors vous pouvez récupérer le lien ici. Voilà, vous avez un lien qui apparaît, alors, qui apparaît ici pas complètement clair, mais vous pouvez l'éditer pour le fabriquer, pour travailler dessus, pour lui donner une forme qui vous convient mieux. Et vous pouvez après poster ce lien sur d'autres choses, sur un site web ou sur vos différents réseaux sociaux pour qu'il y ait encore plus de gens qui aient accès à votre information et à votre newsletter. Le travail que vous avez fait, comme ça vous allez pouvoir le valoriser sous plein d'autres formes, et c'est intéressant, à mon avis, d'avoir ce réflexe de le publier également sur les réseaux sociaux. C'est le moment d'envoyer. Voilà, ça me dit que je suis sur le point d'envoyer cette campagne à mes 3 abonnés à Welty. Je dis OK, et c'est parti. High five. Voilà, tout le monde est content. Le test webinaire mai 2020 va être envoyé. Alors, c'est un logiciel qui traite énormément de newsletters, donc l'envoi ne se fait pas forcément automatiquement. Mais il prend sa place dans la queue des mails qui sont envoyés, donc ça part là, et en fonction du nombre d'adresses que vous avez, alors, ne vous attendez pas à ce que tous les mails soient reçus au même moment, ça va prendre peut-être un petit peu de temps pour être envoyé. Et j'allais y venir, je vous avoue, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé de manière de programmer l'envoi, ce qui est un vrai problème. Alors sur Sendinblue, c'est d'emblée, on peut l'envoyer maintenant ou le programmer, c'est assez puissant en termes de fonctionnalité, parce qu'on peut décider de fabriquer notre campagne à un moment où on a le temps, et de l'envoyer le lendemain à 8h ou à 6h du matin, ce genre de choses. Là,
peut-être, j'utilise plus Mailchimp depuis un bout de temps, je vous l'avoue. Je suis revenu dessus là pour cette formation. On utilise beaucoup plus Sendinblue aujourd'hui pour plein de raisons. La première étant que c'est un logiciel français et qu'on est assez sensible à ce genre de choses chez mon site et dans l'entreprise Welty. Donc, il me semblait que ça existait, là je ne l'ai pas retrouvé. Je vous laisserai cliquer à droite à gauche, mais si c'est pas proposé de manière évidente au moment de l'envoi, c'est que ça n'existe plus. Effectivement, c'est un problème. Alors, dans la version gratuite, en tout cas, ça n'existe plus. Voilà, petit point là-dessus. Et pourquoi c'est dommage et pourquoi c'est mieux qu'on puisse programmer? Parce que l'ouverture d'un mail n'est pas tout à fait le même qu'on l'envoie le vendredi à 17h ou le mardi à 8h. Alors, on l'envoie l'un ou l'autre, ça dépend en fonction à qui vous parlez principalement, ça dépend de qui est votre audience, qui sont les personnes, quelles sont les caractéristiques des personnes qui veulent recevoir votre mail. Si ce sont des professionnels, si c'est un mail professionnel, on a tendance à dire que le mardi et le jeudi matin, c'est mieux. On a tendance à trouver que le matin ou midi, c'est mieux que le soir, en fin de journée. Si c'est pour des particuliers, c'est mieux plutôt en fin de journée ou le week-end. Voilà, c'est à vous de trouver. Alors, on peut tester ce genre de choses. On peut faire une sorte de A/B testing, c'est-à-dire vous envoyer la même newsletter à à deux groupes, à deux segments de votre audience, et vous allez voir laquelle réagit mieux. Vous faites ça une ou deux fois, et comme ça, vous aurez votre propre avis sur la question, et vous trouverez quel est le meilleur moment pour envoyer votre propre newsletter. Alors, une fois que vous avez envoyé votre newsletter, ben vous revenez sur votre page d'accueil. Vous allez voir qu'elle n'est pas là. C'est pas sur la page d'accueil, pardon, c'est sur audience. La page d'accueil, c'est dans Sendinblue. Non, pardon, alors c'est dans campagne. Dans campagne, ici, pardon, désolé, elle est là, votre newsletter, donc la nouvelle campagne que vous avez créée, elle apparaît ici. Test webinaire 2020, elle est envoyée, et vous allez pouvoir accéder au report, donc aux statistiques. Vous cliquez là. Les statistiques ne vont pas être brillantes puisqu'on vient juste de l'envoyer. Mais je vais quand même prendre 2 minutes, j'ai bien dépassé l'horaire, je prends 2 minutes pour vous donner un aperçu de ces statistiques, donc combien de personnes vous l'avez envoyé. Ça vous rappelle l'heure d'envoi. Là, ce sont des éléments liés au e-commerce, mais encore une fois, on n'en a pas parlé ici, pas dans la version gratuite. Le nombre d'utilisateurs qui ont été, donc de mails qui ont été ouverts, le nombre de mails qui ont été cliqués à l'intérieur, le nombre de gens qui ont fait quelque chose après sur votre site, et le nombre de désinscriptions. Voilà, ici vous avez le taux de déchets, donc faites attention que donc en fait c'est le taux de réussite, c'est le nombre de mails qui sont vraiment arrivés dans une vraie boîte. Faites attention à ce taux. Sendinblue comme Mailchimp font eux aussi attention à ce taux, donc il faut éviter qu'ils descendent trop bas. Sur Mailchimp, je crois, particulièrement, vous recevez un mail de l'équipe de Mailchimp qui vous demande de nettoyer votre base si votre taux de succès d'envoi n'est pas suffisamment élevé. De la même manière, vous avez aussi des alertes si personne ne lit votre mail, ou en tout cas si le taux de lecture est très très faible. Voilà. Vous avez la performance, donc le nombre d'ouvertures et de clics à travers le temps. Vous avez ici les liens qui ont été cliqués. Vous aurez ici les gens qui ont le plus, donc vos clients, vos prospects ou vos contacts qui ont le plus ouvert votre mail. Ici, c'est quand vous allez dupliquer cette campagne sur les réseaux sociaux, et vous aurez des informations aussi sur l'origine géographique des gens qui ont cliqué sur votre newsletter. Voilà, l'heure tourne, j'ai déjà bien dépassé, je vais m'arrêter ici. Vous avez maintenant, voilà, première découverte de ce qu'est Mailchimp. Vous pouvez créer votre première newsletter, vous pouvez intégrer vos premiers contacts et lancer votre première newsletter. L'essentiel pour ce genre de logiciel, c'est de le faire régulièrement. Et vous allez découvrir d'autres petites choses sur lesquelles je suis passé un peu vite.
d'autres petites fonctionnalités qui vont vous permettre d'être en complète maîtrise de votre audience et de ce qu'elle a envie que vous lui disiez pour que derrière il se crée quelque chose. Je reviens à ce mot que j'ai employé au tout départ. Vous ne faites pas qu'envoyer une newsletter ou un mail, vous êtes dans une démarche de web marketing, de marketing. Vous allez publier un contenu, vous allez vous rapprocher de quelqu'un à qui vous avez envie de dire quelque chose et pour lequel vous avez envie que cette personne fasse quelque chose avec vous. Donc, vienne sur votre site, achète un produit, consulte un contenu. Voilà. Tout ça n'est pas juste pour le plaisir d'envoyer des mails. Il y a un but derrière. Donc, vous allez demander à un destinataire de prendre du temps pour faire quelque chose que vous attendez qu'il fasse. Donc, c'est important de contrôler que ce que vous faites sert à quelque chose. Donc, qu'il y ait un engagement, que les gens lisent, ouvrent vos mails, les lisent, cliquent sur les liens, ce genre de choses. Donc, faites votre première newsletter, envoyez-la largement, voyez comment ça réagit, tentez une deuxième pour affiner les choses et ayez en tête de faire augmenter votre taux d'ouverture, aussi en effaçant de votre base les gens qui ne lisent jamais votre newsletter. Dans Mailchimp, vous pouvez envoyer une newsletter spécifiquement aux gens qui n'ont pas, je vous redis, ça je vous l'ai dit, je crois, qui n'ont pas ouvert les 5 dernières newsletters. Vous pourriez leur envoyer un mail en disant « Est-ce que vous avez envie de continuer à recevoir cette newsletter ?» Oui, non. En cas de non, vous les désinscrivez, par exemple. Voilà, j'en arrête là. À vous de jouer maintenant, à vous d'aller sur mailchimp.com, de créer votre compte et de faire vos premiers tests et de vous faire un avis. Je vous invite aussi à regarder, ceux qui n'ont pas fait le webinaire sur Sendinblue, pour comparer les deux offres et de tester celle qui vous convient le mieux. Voilà, merci à vous, bonne fin de journée, bonne continuation. Rendez-vous sur les prochains webinaires d'Imon Site. Il y en a encore quelques-uns cette semaine. Le programme détaillé à la page que vous avez tapé pour arriver jusque-là. Bonne continuation, merci à vous.